Bonsoir, monsieur le commissaire. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez pris vos fonctions en août 2019. Un peu moins d'un an après, le Covid, malheureusement, est arrivé au Fénois. On a eu 4 vagues, dont une importante en 2021, en août 2021, on s'en souvient. Une gestion de crise qui parfois a été critiquée. Vous, quelles leçons vous en tirez ? Bonsoir. Beaucoup de leçons, parce que cette crise du Covid, qui n'était prévue par personne, que ce soit ici en Polynésie ou en Europe, en métropole, dans quels que soient les pays, cela nous a obligés à mettre en place d'autres façons de travailler. Et notamment, ça nous a permis de travailler encore plus étroitement, je pense, entre le pays et l'État. C'est ce que je retiens de cette crise. Il y a l'autonomie, bien sûr, avec les compétences du pays, il y a les compétences de l'État. Et il a fallu articuler tout cela pour faire en sorte de protéger la population, qui a été notre préoccupation première avec le président Édouard Fritsch, puis aussi de maintenir les équilibres économiques et sociaux, c'est-à-dire de permettre à la vie de continuer de façon à ce que le pays tienne, que le système de santé tienne. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Alors ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de recette tout établie. On pouvait être critiqué parce qu'on ne prenait pas des mesures assez rapidement de fermeture, de couvre-feu, de confinement. Ou au contraire, on disait, mais vous maintenez des mesures. À chaque fois, il a fallu prendre ses responsabilités. Et ça a été une responsabilité prise conjointement avec le pays. Et ça, je pense, c'est porteur de leçons aussi pour l'avenir. Alors justement, on en parlera plus tard des relations d'État et du pays. Mais il y a certains, en attendant, qui ont compris, notamment les autonomistes, qui ont reproché un petit peu l'empiètement par l'État sur la compétence santé du pays. Est-ce que vous trouvez cette critique infondée ? Oui, je pense que la critique est infondée. Enfin, je ne l'ai pas reçue d'ailleurs comme telle. Je parlais d'articulation parce que c'est bien sûr l'autonomie, mais c'est l'autonomie dans la République. L'État est intervenu aussi dans des domaines qui n'étaient pas de sa compétence. Lorsqu'il s'est agi d'apporter une aide aux entreprises, c'est pas de la compétence. L'État a versé en subvention directe 29 milliards de francs. Ce n'est pas de la compétence de l'État de provisionner en vaccins le territoire. L'État l'a fait. L'État a porté, c'est ça la solidarité républicaine. Je crois que c'est cette articulation qu'il faut comprendre. On n'est pas dans la mécanique institutionnelle, on est dans un service qui doit être apporté à la population, aux Polynésiennes, aux Polynésiens, pour faire en sorte qu'ils s'en sortent le mieux dans une crise sanitaire, qu'ils puissent vivre le mieux aussi dans leur territoire. C'est ça qui est essentiel. Alors justement, pendant la crise sanitaire, vous avez travaillé justement main dans la main avec le pays, chacun un peu avec ses compétences. Ça a été complexe à mettre en place. Et est-ce que le statut de la Polynésie est-il adapté pour ça ? Oui, mais tout statut est complexe. C'est ce qui fait l'originalité de ce statut. Mais ce statut permet à la Polynésie, et c'est l'autonomie, une autonomie forte, j'ai eu l'occasion de le dire, ça permet à la Polynésie de décider de ses choix, de ses principaux choix. Mais après, il y a une articulation qui est à trouver avec l'État, qui lui garde des compétences, parce que c'est ça la République, c'est ça notre République. Je vais prendre un exemple, dans le secteur maritime. Je l'ai pris à plusieurs reprises, cet exemple. Le pays décide de l'utilisation de sa zone économique, des systèmes de pêche, de quel type de pêche, qui en profite, c'est un très bon système d'ailleurs, et c'est l'État qui surveille, c'est l'État qui contrôle, qui apporte ses moyens pour assurer cette sécurité de la zone. On pourrait multiplier les exemples de cette façon. C'est quelque chose de vécu, l'autonomie dans la République, c'est pas qu'un concept, et il faut le faire vivre. Alors, lors de votre discours du 14 juillet, vous avez évoqué l'inflation que nous avons tous à subir actuellement. La lutte contre la pauvreté sera donc plus que jamais au cœur des politiques publiques. Vous avez déclaré que l'État sera attentif aux demandes du pays. Est-ce que c'est une garantie que vous apportez aux Polynésiens ? Et comme l'État a apporté des garanties, au moment de la crise sanitaire, il y a eu l'aide aux entreprises, les prêts garantis par l'État pour bénéfice du pays, pour des sommes très, très importantes, et c'était nécessaire. De la même façon, il y aura une attention toujours très particulière, je dirais, aux demandes du pays par rapport, je dirais, aux besoins du territoire. Après, il faudra voir quelle forme tout ceci prendra. Il y a toutes des discussions à avoir, mais il y a les problèmes de pauvreté, il y a aussi la place des jeunes dans la société, comment faire en sorte que de plus en plus de jeunes Polynésiens soient mieux formés pour accéder à l'emploi. Ça, ce sont des choses aussi concrètes, et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Alors on l'a dit, votre mandat a été donc marqué par la crise Covid, mais aussi par le nucléaire. C'est un sujet épineux ici en Polynésie française. Il y a un an a eu lieu la table ronde Récotica, c'était le 21 juillet, en juillet 2021, pardon. Puis la visite ensuite du président de la République. Un an après, que s'est-il passé ?
Mais il y a eu des engagements très très forts du président de la République. C'est vrai que le nucléaire, c'est un sujet qui avait été traité, mais peut-être pas globalement, dans sa totalité. Et il y avait des attentes très fortes. Et la venue du président de la République a permis d'accélérer le mouvement. Par des engagements très très forts, notamment l'ouverture des archives. Ça a été un point très, très important pour que tout un chacun puisse connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé. Et ça, il y a 90 000 documents qui, en un an, ont été déclassés. C'est-à-dire qui sont accessibles maintenant au public. Puis il y a eu aussi quelque chose de très fort, c'est les questions d'indemnisation. Il n'y avait pas eu assez de personnes indemnisées suite aux essais nucléaires. Et ça, le CIVEN, qui est la structure qui s'occupe de ces indemnisations, a été renforcé. Et ici, j'ai créé au SARIA une mission, justement, avec des agents qui vont vers les gens. Ils ont fait des missions à Touria, Réao, Pucarua, Gambier, à Presqu'île. Et ils reçoivent des gens aussi au SARIA pour faciliter l'instruction de ces dossiers. Alors, ce n'est pas le Haut-Commissariat qui va tout faire, il y a des associations aussi qui s'en occupent, mais on va apporter notre pierre, je dirais, à l'édifice pour accélérer, pour aller plus vite. Puis il y a eu d'autres opérations qui ont été menées aussi de dépollution. La dépollution industrielle d'AO, c'est des pollutions aux hydrocarbures, des pollutions aux métaux lourds. Nous avons fait faire des analyses là, dont nous avons eu les résultats. Ça permet de relancer les procédures et d'accélérer aussi la dépollution. Et en apportant également, pour tous les territoires concernés, une aide au développement, pour que nos compatriotes, nos concitoyens qui habitent ces territoires, je dirais, puissent aussi vivre le mieux possible dans leur environnement. Alors, je souhaiterais justement revenir un petit peu sur l'indemnisation. Le CIVEN a publié un rapport il y a quelques jours et selon eux, de plus en plus de victimes en fait, sont reconnues en tant que telles. Et vous l'avez dit, vous avez mis en place une cellule détournée dans les îles. Est-ce que justement l'État veut aller plus loin dans cette avancée pour faire avancer les indemnisations ? Absolument. C'est tout l'objectif. Il faut être clair là-dessus. On le fait pour qu'il y ait davantage de dossiers. Vous savez, entre 2011 et 2017, il y avait eu un peu plus d'une dizaine de dossiers retenus. Aujourd'hui, on est à 250 dossiers retenus par le CIVEN, pour lequel on peut établir un lien entre la maladie de la personne et les expérimentations nucléaires. Et alors justement, il y a eu cette problématique de la dette de l'État envers la CPS concernant les maladies donc dites radio-induites. C'est un sujet dont parlent les partenaires sociaux. Quelle est la position de l'État par rapport à ça ? Et le président de la République a aussi fait part d'avancées sur ce sujet. Jusqu'en 2016, le CIVEN, l'État, indemnisait les personnes reconnues victimes et aussi indemnisait la CPS. C'était deux indemnisations différentes. Il y a eu une décision de justice du Conseil d'État qui a annulé, je dirais, l'indemnisation qui était versée à la CPS. Et là, maintenant, on va revenir sur cette indemnisation. Pour les dossiers qui ont été retenus par le CIVEN, il va y avoir une indemnisation de la CPS, selon des modalités qui sont à déterminer, soit verser une indemnisation qui correspond aux dépenses réelles faites par la CPS, soit une indemnisation forfaitaire. Il y a un débat technique qui est à mener. Ce débat aura lieu pour trouver la solution la plus simple en la matière. C'est un travail qui va être mené dans les toutes prochaines semaines et les prochains mois. Oui, voilà, justement, j'allais vous poser la question de quand est-ce qu'aura lieu ce débat. Ça va commencer rapidement. Ça va commencer rapidement. J'ai l'accord de principe sur le sujet. Maintenant, il va falloir... Alors, ce n'est pas moi qui le mènerai, mais il va falloir faire ce travail. Et concernant toujours le nucléaire, il y a une véritable question qui se pose. Vous avez déclaré dans le sujet que nous avons vu que l'État assume les conséquences du nucléaire, mais il y a quand même la problématique des maladies transgénérationnelles. On en parle de plus en plus. Il y a des victimes qui demandent quand même depuis des années des études. Ouais. Il y a même le rapport de l'INSERM qui a été publié en 2021 qui explique qu'il n'y a aucune donnée qui n'a été faite à ce sujet, aucune étude, et qu'il y aurait éventuellement un travail à faire. Est-ce que ce ne serait pas du rôle de l'État d'aider à financer une étude indépendante à ce sujet-là ? Alors, des études ont déjà été faites, non pas ici, mais notamment, malheureusement, à Hiroshima, Nagasaki, aussi en Ukraine, à Tchernobyl, qui, pour l'instant, n'ont pas montré, et pourtant il y a eu des retombées nucléaires très fortes sur ces territoires, de phénomènes transgénérationnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité que cela existe, mais ça n'a pas été démontré qu'il y avait des transmissions transgénérationnelles. C'est un sujet, d'ailleurs, il y a un certain nombre, pour aborder la question, il y a un livre toxique qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Le commissariat à l'énergie atomique est en train de produire un document qui abordera ces questions et qui sera présenté, je pense, vers le mois de septembre-octobre 2022, donc très prochainement, pour répondre sur ces sujets et faire état des connaissances
qui existent aujourd'hui sur ces questions. Ça veut dire qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui travaillent sur cette question-là ? Il y a eu des travaux qui ont été menés dans d'autres pays, il y a des travaux qui ont été menés. Alors c'est un sujet extrêmement délicat quand on parle de ces questions, parce qu'il y a des aspects humains qui sont bien évidemment qui priment tout, mais il faut avoir aussi une approche, je dirais, étayée scientifiquement sur ces questions. Tout à fait. Alors, on va clôturer le sujet nucléaire par le centre de mémoire. Ça fait quelques années qu'il est en cours. Pour l'instant, il ne voit toujours pas le jour. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, le centre de mémoire est un dossier qui est mené par le pays, qui est le maître d'ouvrage. L'État a cédé un terrain pour que ce centre de mémoire soit construit. C'est un terrain qui est situé sur le front de mer de Papeete. Il y avait des appels d'offres qui avaient été faits pour, je dirais, définir le contenu de ce centre de mémoire. Ça n'a pas été concluant, puis la Covid a stoppé tout ceci. C'est le pays qui mène le dossier. L'État n'a pas à définir le contenu de ce centre de mémoire. C'est vraiment une affaire du pays. Et le président Édouard Fritsch a demandé un appui à l'État pour, d'un point de vue technique, simplement, comment mener un tel projet de centre de mémoire, parce qu'il y a des centres de mémoire, non pas sur les mêmes sujets, mais sur des sujets qui font appel, je dirais, à l'histoire, qui ont été montés dans d'autres territoires. Donc il y a un rapport que je viens de communiquer au président Fritsch sur ce sujet, ce qui devrait permettre de relancer aussi, je dirais, l'élaboration de ce centre de mémoire qui est très attendu, et il faudra le faire. Quand on parle de déclasser les archives, ça signifie qu'il y a de l'information qui est à donner, et on se doit de la donner aux Polynésiennes et aux Polynésiens. Alors abordons à présent le sujet de la sécurité routière. Le nombre de décès malheureusement sur les routes remonte à la hausse. Comment explique-t-on ça ? Que faut-il renforcer pour éviter ces morts sur les routes ? C'est malheureusement un sujet, je crois, qui va nous mobiliser beaucoup dans les mois et les années à venir. Parce que le nombre de tués sur la route a arrêté de baisser. On est sur un plateau entre 29 et 30 tués par an. C'est beaucoup trop. Le nombre d'accidents et de blessés a recommencé à augmenter. Donc il faut faire face à ce phénomène et essayer de le stopper. Alors ça passe par de la répression, il faut le dire. Il y a aussi les gendarmes et les policiers qui sont présents. J'ai donné des instructions à la police et à la gendarmerie pour être sur les routes et pour faire des contrôles. Mais d'où viennent ces phénomènes ? C'est essentiellement des accidents de deux roues. La mortalité, c'est des accidents de deux roues. Non-port du casque, consommation d'alcool, dans 3/4 des cas. Donc c'est un phénomène de société aussi. Et ça, il va falloir s'y atteler en termes de prévention, bien sûr avec le pays, avec les communes aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle les comités locaux de prévention de la délinquance, pour s'appuyer sur les associations, sur les églises, parce qu'il faut lutter contre cette surconsommation d'alcool, parce que nos routes sont de plus en plus saturées. Il n'y a pas beaucoup de routes en Polynésie, mais on a des accidents, y compris dans les archipels. Alors, bien sûr, l'essentiel des accidents est à Tahiti et à Montréal, mais il y a des accidents ailleurs, avec des tués et des blessés graves, des deuils dans les familles. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, ça doit être, je crois, une grande cause. Vous savez, ça a été le cas dans d'autres territoires. Il faut en faire une grande cause, pas nationale, mais territoriale. Ça va être une nécessité. Alors, il y a un autre sujet qui a marqué votre mandat, c'est le fléau de l'ice, malheureusement. L'année dernière, vous avez mis en place un plan de lutte contre l'ice et les stupéfiants. Un an plus tard, ce plan, est-ce qu'il a eu des effets ? Il y a eu des effets, puisqu'on saisit de plus en plus d'ice. 13 kilos en 2021, il y a eu une saisie de plus de 23 kilos qui s'est produite au mois de mars dernier. Et on a renforcé les structures. Il y a déjà un gros travail qui a été fait par les forces de sécurité, par la police, la gendarmerie, les douanes. Mais il fallait aller plus loin. Donc il y a un office antidrogue qui a été créé ici à Papeete, une cellule de renseignement qui permet aussi de croiser les données, avec l'appui aussi des forces armées, que je cite dans le dispositif. On a également acheté des chiens pour faire des contrôles, multiplié les contrôles à l'aéroport, multiplié les contrôles dans le port aussi, parce qu'il y a des arrivées maritimes. On l'a vu, l'une des grandes saisies, ça a été sur un paquebot. Donc ce travail doit également continuer. On a également une coopération régionale, c'est-à-dire avec les Américains, les Néo-Zélandais, les Australiens, et des initiatives vont continuer en la matière. C'est un combat de tous les instants, la lutte contre l'ice. Donc on va continuer, mais il y a tout un travail de prévention, là aussi, c'est comme pour l'alcool, de prévention qui est à mener avec la société civile, comme on dit, pour que tout le monde soit bien concerné, parce que c'est un fléau qui touche les jeunes, mais pas que les jeunes, et qui touche tous les milieux. Tout à fait. Alors, on va finir sur un ton plus personnel. Vous l'avez dit lors de votre discours du 14 juillet dans les jardins de votre résidence, c'est le corps lourd que votre femme et vous donc quittez la Polynésie. Que retenez-vous ? Ah oui, c'est le cœur, je le dis surtout en ce moment, plus ça avance dans le temps, plus le cœur est lourd.
Ce que je retiens, vous savez, je connaissais la Polynésie un tout petit peu avant de venir, d'être affecté ici. Je vais voir de la famille. Et je repars avec, je l'espère, une meilleure connaissance aussi de la culture polynésienne, je dirais que je suis sous le charme, pour employer ce terme, de la culture polynésienne qui me passionne. Et pendant par-delà les problèmes de crise qu'on a rencontrés, les problèmes de décès, la crise sanitaire qui m'ont affecté, qui nous ont tous affectés personnellement, tous les drames humains, il y a cet enrichissement qui est lié aussi à l'accueil et aussi à l'ouverture de la société polynésienne qui m'a été apportée. J'ai pu aller à peu près partout. Je ne suis pas allé dans chaque île, mais je suis allé dans toutes les communes, dans beaucoup d'îles, dans tous les archipels. Je ne suis pas allé à Rapa, c'est mon seul regret. Et c'est cette richesse de la culture polynésienne, c'est un enrichissement aussi. Ça a été un enrichissement professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, au travers justement des relations État-pays communes aussi, le travail avec les églises. Parce que tout ce qui se passe en Polynésie, ça ne ressemble pas aux autres territoires. Puis d'un point de vue personnel, il y a eu cet apport, oui. Je repars avec beaucoup de choses en plus. Et donc vous laissez la place à votre successeur. Est-ce que vous savez déjà qui va vous succéder ou... Non, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne le sais pas. C'est ouvert. Je pense que la décision sera prise dans des tout prochains conseils des ministres. Donc il y a un nouveau haut commissaire qui va arriver, à qui je souhaite par avance bonne chance dans l'exercice de ses fonctions. Merci beaucoup Dominique Sevrin. Merci d'avoir été avec nous donc ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.